l'invitation et l'accueil à sans filtre. Voilà, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors, Ndiak Lar, vous êtes ingénieur civil des mines, doctorant en sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste des questions de gouvernance des ressources extractives. Vous êtes le président du PENC, Parti pour l'entrepreneuriat et la construction et membre de la coalition ACT, coalition que dirige Ousmane Sonko. Vous êtes acteur du mouvement sportif et associatif et du développement local, arrivé 3e aux élections locales de 2022 à Mermoz-Sacré-Cœur pour une première candidature au poste de maire. Alors, si l'expérience était à refaire, est-ce que vous l'aurez refait? Effectivement, si l'expérience était à refaire, on se lancerait. D'ailleurs, on se lance aujourd'hui encore dans cette candidature, à la candidature, cette fois-ci au sein de la coalition APT à laquelle nous appartenons. Voilà, donc nous revenons, je dirais, avec la même ambition, avec plus d'expérience, avec, je dirais, des propositions, un projet beaucoup plus abouti. Maintenant, on est dans le cadre d'une coalition. Donc, dans le cadre d'une coalition, les différentes parties prenantes doivent se retrouver afin de choisir le meilleur profil. Voilà, celui qui est à même de rassembler, celui qui est à même de porter vraiment l'ambition de développement qu'on a pour la commune. Et au moment venu, donc, on fera valoir nos différents atouts. Voilà, nous reviendrons tout à l'heure sur les questions liées aux élections locales à venir. On verra bien s'il y aura élection ou pas. Alors, Ndiak Lar, vous êtes un allié de PASTEF depuis, on peut dire, 2024. Alors, entre-temps, de l'eau aura coulé sous les ponts. Diomaye et Sonko se sont séparés, il y a eu rupture. Et vous avez préféré aller du côté de PASTEF. Pourquoi PASTEF et non, disons, Kiraï? Alors, j'ai choisi APT, donc porté par PASTEF, par cohérence politique. Cohérence politique avec mon parcours, mais cohérence politique aussi avec ma vision. Donc, Kiraï a fait le choix donc de porter une nouvelle force donc autour de la légitimité, je dirais, institutionnelle du président de la République. APT a fait le choix de poursuivre vraiment la dynamique qui a porté donc l'espoir en 2024 et qui nous a amené donc à la présidence de la République. Aujourd'hui, quelle évaluation faites-vous de votre compagnonnage avec PASTEF? Alors, c'est une évaluation très positive parce que moi, en fait, j'ai rejoint, je dirais, la dynamique après les élections présidentielles, donc au niveau des élections présidentielles, pardon, de 2024, après le filtre du parrainage. Donc, on s'est retrouvé. Vous avez été candidat exactement, à la présidentielle de 2024. Exactement. Donc, je suis allé jusqu'au filtre du parrainage. Donc, on a été recalé au niveau du Conseil constitutionnel avec près de 25 000 parrains. Et par la suite, donc, au niveau de PENC, nous nous sommes retrouvés et nous avons décidé de cheminer avec vraiment la force politique qu'on pense vraiment avoir la même vision politique que nous. Et donc c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers le PASTEF. Et donc depuis lors, ce compagnonnage, il se poursuit pendant la présidentielle, pendant les législatives et aujourd'hui dans cette recomposition de la majorité de 2024 avec APT. Pourquoi vous avez préféré maintenir PENC et non vous fusionner avec PASTEF? Alors, je poserai la question dans un autre contexte. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans le moment des grands ensembles. Nous sommes aujourd'hui, du point de vue même, je dirais, social, économique, à travers le monde, c'est les grands ensembles aujourd'hui qui dirigent le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver et politiquement, nous sommes en discussion, effectivement, dans le cadre de cette coalition-là. Mais disons que nous ne confondons pas vitesse et précipitation. Nous sommes avec le PASTEF, nous restons dans cette coalition, nous continuons à cheminer ensemble. Mais pour résumer, je dirais,
la situation, nous avons le même objectif, nous empruntons le même chemin, nous avons le même but, donc il n'y aurait aucun problème à pouvoir se retrouver dans le même véhicule pour pouvoir y arriver. Mais nous poursuivons ce compagnonnage, nous le consolidons et je pense que dans un avenir proche, nous allons davantage approfondir, je dirais, la structuration politique autour du PASTEF. Et qu'est-ce que vous avez gagné de ce compagnonnage avec PASTEF? Est-ce que le retour sur investissement espéré a été au rendez-vous ou bien vous estimez avoir perdu au change? Alors, le compagnonnage avec le PASTEF ne s'est pas posé en ces termes à notre niveau. Il ne s'agissait pas d'un compagnonnage de circonstances, il ne s'agissait pas non plus d'arrangements électoraux. Il s'agissait simplement de pouvoir cheminer avec une entité politique avec laquelle on partage la même vision, avec laquelle on avait vraiment la même façon de penser les enjeux fondamentaux qu'on avait à l'époque au niveau du Sénégal. Donc en termes de souveraineté, en termes d'enjeux économiques, de territorialisation, de justice. Et donc c'est vraiment ce cheminement, cette même vision que nous continuons aujourd'hui à mettre en exergue. Et donc c'est vraiment un compagnonnage sans demander rien en retour. C'est plutôt... Oui, mais gagner ensemble, gouverner ensemble. Gagner ensemble, gouverner ensemble. Oui. Mais aujourd'hui, gouverner ensemble, ce n'est pas forcément se retrouver à des postes des positions de gouvernance. Gouverner ensemble, oui, ça peut se faire, ça peut se faire. Mais je veux dire que ce n'est pas pour nous une fin en soi. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir être une valeur ajoutée. Parce que nous, ce compagnonnage-là, ce qu'on voudrait, c'est qu'au moment du bilan, qu'on puisse dire quelle a été la valeur ajoutée que nous, en tant que PINC, que moi, en tant que Dakar, j'ai pu apporter à cette coalition-là et à cette dynamique. Oui. Donc vous êtes conscient que vous aurez votre part à l'heure du bilan? Alors, votre part de responsabilité à assumer? Alors, encore une fois, on ne réfléchit pas en termes de part de responsabilité à assumer. Moi, je réfléchis plutôt en termes de propositions, en termes de valeur ajoutée que moi je peux apporter à cette dynamique-là, que ce soit du point de vue professionnel, que ce soit du point de vue politique, mais que ce soit également du point de vue organisationnel. Donc, c'est vraiment en ces termes-là que ce compagnonnage-là s'évalue. Oui, mais qu'est-ce que cela vous a fait, M. Diakla, d'avoir assisté presque impuissant à la rupture entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Alors, je pense que cette rupture, elle est regrettable du point de vue politique et du point de vue humain. Du point de vue politique, parce que il y a un challenge qu'on avait, il y a une espérance que nous avons portée donc en 2024, et donc aujourd'hui cette fracture au niveau de la mouvance présidentielle, elle est regrettable. En tout cas, on aurait pu s'en passer. Du point de vue humain aussi, je pense que aussi bien le président de la République que le président Ousmane Sonko ont des liens, ont un passé, je dirais, qui va au-delà même de la politique. Et donc, moi, j'espère simplement que humainement, ils pourront se retrouver et puis pouvoir passer vraiment au-delà de ces divergences. Humainement seulement et non politiquement? Vous pensez que politiquement, des retrouvailles restent encore possibles? Alors, humainement, d'abord, parce que l'humain est au cœur de tout ce qu'on est en train de faire, mais politiquement aussi, ces deux retrouvailles peuvent se faire. Maintenant, vous savez, en politique, il faut, quand on arrive à certaines stations, il faut toujours éviter de s'entourer, en tout cas, de collaborateurs qui peuvent avoir, je dirais, certains traits de caractère. J'ai un de mes anciens qui me disait toujours que quand vous arrivez à une station de responsabilité, faites tout pour éviter des collaborateurs qui ont le caractère du vautour, qui ont le caractère du paon, qui ont le caractère du faucon et qui ont le caractère du caméléon. Donc, ces trois types de caractères qu'il faut éviter, en tout cas de s'entourer quand on est à un certain niveau de responsabilité. Qui est entouré de faucons entre les deux? Alors, aujourd'hui, je dirais c'est un conseil. C'est un conseil que je donne, mais je pense que si aujourd'hui il y a eu une rupture, si aujourd'hui il y a eu un éloignement, c'est que simplement il y a eu vraiment beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vraiment œuvré à pouvoir vraiment séparer donc le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Et qu'est-ce que le Sénégal perd dans cette séparation? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que certes il y a une séparation, une fracture politique qui est là, mais l'espérance, l'espoir que les Sénégalais avaient en élisant, je dirais, ce tandem, il est toujours là. Donc vous savez, quand vous traversez le Sénégal, vous allez au français du Sénégal. Je le pense et je le vis. Le moral des Sénégalais est en berne. Alors, il y a deux choses. Oui. Il y a, je dirais, le moral qui est en berne par rapport à une situation économique. Il y a le
l'idéal qui a fait qu'on a porté le président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. Donc c'est deux choses totalement différentes. Cet idéal-là est toujours là. Parce que il n'a pas été trahi. Il n'a pas été trahi, pas du tout. Il n'a pas été trahi et il n'a pas été abandonné, en tout cas par le président Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous rencontrez des gens qui ont encore des bracelets du PASTEF. C'est pas l'acte de porter un bracelet du PASTEF que je vois. Moi, quand je vois ces gens-là au fin fond du Sénégal, à Fengolemi ou bien à Sabadola ou ailleurs, ce que je vois, c'est derrière des Sénégalais qui ont encore l'espoir, qui ont encore cette espérance de dire que nous avons cru en des gens, nous avons cru à un projet, nous avons cru à un changement. Et donc ce changement-là, nous pensons toujours qu'il est possible, qu'il est encore là. Et donc le passé fait arriver quand même, malgré tout, à pouvoir inculquer cela au plus profond des Sénégalais. Et ça, ça demeure, ça reste encore. Maintenant, les Sénégalais ne donnent pas des chèques en blanc. Donc aujourd'hui, il y a une espérance, elle est là, charge à nous maintenant de pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, entretenir cette expérience-là et surtout délivrer des résultats. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre devenu président de l'Assemblée nationale est en tournée de vente de cartes et de mobilisation de ses militants. Le président de la République est également presque dans cette même dynamique avec son parti politique. Et les Sénégalais dans tout cela, eux qui vivent dans une situation socio-économique plus que précaire. Alors, il faut dissocier la politique de l'aspect gouvernance du pays. Là, c'est la politique qui prend le dessus. La gouvernance du pays, les Sénégalais ont eu le président Bassirou Diomaye Faye pour diriger et pour gouverner ce pays. À l'heure du bilan, c'est au président Bassirou Diomaye Faye que les Sénégalais demanderont un bilan. Parce qu'il a passé 2 ans dans le gouvernement. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, c'est un leader de parti politique. Donc aujourd'hui, il est en train de faire de la politique quand il n'est pas à l'Assemblée nationale. Les week-ends, il fait ses activités politiques. On ne peut pas reprocher à un président de parti de pouvoir massifier son parti, de faire des activités politiques, de pouvoir préparer en tout cas les échéances à venir. Donc ça, c'est tout à fait légitime de pouvoir le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire est-ce que les préoccupations des Sénégalais aujourd'hui sont adressées par le gouvernement du Sénégal. On peut parler encore pendant longtemps du bilan du président Ousmane Sonko pendant ces 2 ans. Peut-être qu'on reviendra sur certaines questions là-dessus. Oui. Mais encore faudrait-il bien différencier les choses. Vous avez l'homme politique qui mène ses activités politiques et vous avez l'homme d'État qui aujourd'hui a des responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale. Donc vous pensez qu'à l'heure du bilan, à la fin du mandat, Ousmane Sonko n'aura aucune part de responsabilité à assumer dans le bilan du président Bassirou Diomaye Faye? On ne peut pas être Premier ministre pendant 2 ans et ne pas assumer de bilan pendant ces 2 ans. Le président Ousmane Sonko, je pense qu'il l'a déjà fait, il a expliqué aux Sénégalais ce qu'il a fait pendant ces 2 ans. La situation socio-économique qu'on a trouvée ici, les efforts qui ont été faits, mais également il y a des choses qui restent encore à être faites et donc on pense et on espère que le gouvernement qui est là aujourd'hui pourra en tout cas poursuivre ces efforts-là qui ont été entamés par l'ancien Premier ministre. Que dire de cette situation? Pour beaucoup, c'est en grande partie Ousmane Sonko qui a plongé le Sénégal dans cette situation morose avec sa fameuse déclaration sur la dette, une dette qui serait supposément cachée. Pensez-vous que c'est cette situation, c'est cette déclaration qui nous a plongé dans cette situation-là? Alors, pour parler de la dette, vous savez, la situation de la dette, c'est un peu marrant au Sénégal parce que les hommes politiques aiment bien pointer du doigt Ousmane Sonko par rapport à la situation de la dette. Mais je vous rappelle, Pierre, que la situation de la dette, c'est des chiffres du FMI. La situation de la dette, c'est un rapport de Forbis Mazars. La situation de la dette, c'est la Cour des comptes, un rapport de la Cour des comptes. Donc ce n'est pas Ousmane Sonko. Ces 3 institutions ne sont pas des démembrements du passé. Donc c'est des institutions sérieuses qui ont fait ressortir... Le président de la Cour des comptes de l'époque dit qu'il n'a jamais fait mention de dette cachée dans son rapport. Qu'ils ont fait ressortir qu'en réalité, il y avait de l'emprunt qui a été fait hors des circuits habituels. Et ça, le FMI l'a confirmé. Donc, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a parlé en premier d'une dette cachée. Ousmane Sonko a relevé les circuits habituels. Et ça, le FMI l'a confirmé. Donc, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a parlé en premier d'une dette cachée. Ousmane Sonko a relevé un problème et je pense qu'il a eu le courage politique. Le courage politique de trouver une situation. Au lieu, il y a des pays qui l'ont fait. Hein. Vous allez dans d'autres pays, ils ont eu ces problèmes de dette cachée. C'est le FMI qui a dû ressortir ces problèmes de dette cachée et il s'en est suivi énormément de soucis. C'est le cas du Mozambique, par exemple. Donc, Ousmane Sonko, quand il est arrivé, il a eu le courage politique de dire non, attention, moi je parle de cette dette-là, j'assume cela et c'est surtout le plus important, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir justement contenir l'effet de cette dette-là.
Même s'il est revenu quelques temps plus tard pour dire qu'il n'avait pas tous les leviers en tant qu'ancien Premier ministre, est-ce que ça ne met pas en doute quand même la fiabilité de cette déclaration? Alors, une fois encore, Ousmane Sonko a parlé de cette dette lors d'une émission sur France 24. Donc, vous savez, moi, je suis un homme politique qui, avant de parler de choses, j'aime bien me renseigner, j'aime bien aller au fond des choses avant de pouvoir donner des éléments de réponse. Ousmane Sonko a été invité dans une émission où la question est portée sur pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas mis le levier en place pour pouvoir annuler cette dette odieuse. Voilà la question de la journaliste qui est arrivée à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a jamais nié le fait que la dette n'était pas cachée. Donc ça aussi, il faut... moi, j'invite les acteurs politiques à pouvoir repartir dans les émissions, dans les vidéos, pour pouvoir regarder ça. Et aussi dans n'importe quel pays sérieux à travers le monde, et c'est ce que Ousmane Sonko a dit, qu'il n'avait pas de levier à l'époque pour pouvoir justement annuler, ou en tout cas faire annuler cette dette cacheuse. Il n'y a aucun pays au monde, même aux États-Unis, où un Premier ministre a le pouvoir de pouvoir annuler une dette odieuse. Ça n'existe pas. Sauf que lui, il a été un Premier ministre super fort. Il a été un Premier ministre super fort, et un Premier ministre a des prérogatives qui sont encadrées également. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on est Premier ministre. Est-ce qu'on est en train de lui reprocher d'avoir été trop transparent, Ousmane Sonko? Je pense qu'on lui reproche d'avoir été trop transparent. Maintenant, c'est encore une ironie du sort, parce que moi je suis d'accord, le médecin, on peut lui reprocher la manière dont il a parlé de la maladie, comment il l'a annoncé à son patient, on peut épiloguer sur ça, c'est légitime. Mais reprocher à un médecin d'avoir la maladie en elle-même, je pense que ça c'est un problème. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Ousmane Sonko. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre à l'origine de la dette cachée, ce qui est totalement ironique. Pas à l'origine, mais d'avoir dévoilé le poteau rose, il y a le poteau rose. Parce que aujourd'hui, ça ne donne pas de certain manque d'expérience dans la gouvernance des affaires publiques. Aujourd'hui, on reproche à Ousmane Sonko d'avoir parlé de cette dette cachée-là à un moment où il ne fallait pas parler de dette cachée. Après, c'est une posture qu'il faut avoir. Moi, j'ai la posture de dire que je suis un homme d'État, j'ai été élu pour un job bien défini. J'arrive sur place, je vois une situation, je dis aux personnes qui m'ont élu, voilà la situation que j'ai trouvée, mais derrière ça, je leur dis aussi, voilà comment je pense qu'il faut faire pour pouvoir contenir cette situation-là. Donc je pense que c'est un devoir de vérité qu'il a eu en face des Sénégalais, et en tout cas, moi, à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Comme alternative, il avait mis sur la table le plan